Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le 26 février 2019 et comme vous voyez, ça va mieux. Et oui, c'est pas facile d'abattre un Jean Droc, même si c'est le souhait de certains imbéciles. Mais c'est comme ça, on résiste à tout. Un petit bonjour, Dame Loulou. Yes, c'est bien ça. Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous ai préparé un petit texte. Bon, il est sur le feu depuis 2 jours. Et oui, parce que les textes, comme le prétendent certains, ça s'écrit pas comme ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval, il faut beaucoup de temps, de réflexion, et il y a un premier jet, et on pense qu'il est bien, et quand on le relit, il n'est pas bien. Alors on va l'enrichir, on va modestement se replonger dans la littérature pour se rendre compte que les écrivains du passé sont bien meilleurs que nous. Ils ont de meilleures qualités littéraires et surtout beaucoup plus d'esprit. Un esprit qui manque cruellement non seulement à la littérature, mais à la politique aujourd'hui et à la France, qui était quand même le pays de l'esprit, quoi que l'on en dise. Alors je ne sais pas quel est ce sang qui a pourri cet esprit français, mais c'est vraiment dommageable parce que nous perdons des racines et une culture extrêmement importante, mais c'est un objectif aussi de détruire la beauté des mots pour les salir à travers les insultes et les grossièretés de bas niveau, puisque c'est la seule défense de certaines personnes, utiliser des insultes pour qualifier des sentiments, ce qui est assez ridicule. On peut insulter avec intelligence et c'est tellement plus profond. Mais que voulez-vous, tout le monde n'a pas la chance d'avoir de l'esprit ni de l'intelligence. Ça ne veut pas dire que j'en ai, puisque je m'en rends compte moi-même, je me rends compte de mes lacunes et elles sont importantes. On n'écrira jamais comme Émile Zola, on n'écrira jamais comme Louis-Ferdinand Céline, on n'écrira jamais comme Voltaire ou Rousseau. Donc on a perdu tous ces dons, alors il en existe encore quelques rares. Et je les respecte pour cela, car c'est tellement beau la littérature. Alors le titre m'a été donné par mon ami Nicolas, qui m'a envoyé ça ce matin. Je trouvais ça très intelligent, et comme les choses n'arrivent jamais par hasard dans la vie, je me suis dit, oui, si Nico t'envoie ça, c'est que quelque part ça a un sens. Et ça a un sens avec le texte. Il a écrit LREM, le roi Emmanuel Macron. Et c'est tout à fait ça. Le roi Emmanuel Macron, LREM. Et on se sent bête parce qu'on n'y a pas pensé avant. Et c'était tellement évident, c'était devant nos yeux. C'est comme si on mettait un voile devant nos yeux pour qu'on oublie, pour qu'on ne voit pas la réalité qui s'y trouve et qui a été mise par des êtres particulièrement malfaisants. Force est de constater que le matraquage médiatique en France est l'antichambre du pouvoir qui développe le double, voire l'inversion des valeurs et du discours. Les Gilets jaunes, qui est un mouvement populaire et revendicatif de l'essentiel pour vivre et non pour mieux vivre, est qualifié de mouvement sectaire et extrémiste, ultra-violent et incohérent, antisémite, par des journalistes verbeux et véreux qui ne participent pas à la vie civile, mais plutôt à la vie du pouvoir afin de relayer systématiquement les communiqués de presse de la France en marche et de les amplifier. Vive Pétain, le fossoyeur de Verdun, le collabo, vive le petit caporal Macron qui se prend pour l'empereur des mouches cantharides, mais c'est affreux, dit Ziac. Alors pourquoi ce jeu de mots ? Parce que lorsque Napoléon a fait la conquête d'Égypte, avec ses soldats, ils se sont arrêtés dans une oasis, et ils ont mangé des mouches cantharides par accident. Et le fait de manger ces mouches cantharides leur a donné des érections phénoménales. Donc on s'est rendu compte que les mouches cantharides étaient aphrodisiaques. C'est un secret pour ceux qui ont un problème d'érection, c'est surtout ceux qui m'attaquent, qui sont souvent en manque d'érection. Parce que comme ils n'ont pas d'esprit, ils n'ont pas non plus de cerveau, là, entre les cuisses. La presse joue la semeuse de bonnes paroles entourée de chroniqueurs partiaux qui sont rémunérés pour salir la pureté d'un mouvement cristallin et apolitique
colonisée par des casseurs aux ordres du pouvoir. En attendant, la presse se tait sur toutes les violences policières, sur les gilets jaunes. Pire, sur les radiations de chômeurs sur le site de Pôle emploi afin de donner de bonnes statistiques à un président incapable et magouilleur qui se fait huer au salon de l'agriculture malgré avoir soudoyé quelques agriculteurs naïfs pour lui faire risette. Le faux courageux qui harangue la foule en l'appelant comme tous les lâches à lui. Alors qu'une armée de gardes du corps fait écran, il a le courage des vieux bons à rien qui vivent chez leur maman à 60 ans passés et qui s'étonnent que le cri se fait soudain silence. L'imposture est parfaite. C'est vraiment le lâche absolu, ce président. Mais venez discuter avec moi, venez. Puis il met une armée devant lui parce que le premier qui arrive pour discuter, il se prend une patate dans la gueule. Ça, c'est Macron, c'est le courageux. Vraiment, un tel courage, une telle lâcheté est exceptionnelle. Et nous avons le premier champion exceptionnel de France, qui est le roi Emmanuel Macron. Il me fait vraiment penser au prince Jean, en Angleterre, qui était le roi le plus abject que l'Angleterre ait connu, et Dieu sait qu'elle en a connu des rois abjects, qui est mort sur les routes de France, car il a été chassé, les routes d'Angleterre, pardon, car il a été chassé, il est mort comme un pauvre saltimbanque, on ne sait même pas où. C'était le frère du roi Richard, et c'était un menteur, un tricheur, un flagorneur, et un gangster. Et il a été chassé, banni, et il est mort dans la misère la plus totale, on ne sait pas où ni comment. Eh bien, le roi Emmanuel Macron me fait penser à cela, tellement il est abject. C'est l'imposture est parfaite. Pendant que la France s'enfonce dans le gouffre, pendant que la société civile étouffe sous les taxes et les violences policières, les prix à la consommation ont augmenté de plus de 10%, sournoisement, progressivement, un petit peu par-ci, puis un peu par-là. Après, l'essence, l'électricité, puis le gaz, tout augmente, sauf les salaires et l'emploi qu'il n'y a plus en France, depuis que notre dirigeant vend nos entreprises aux fonds de pension américains, et ce dont ne parle jamais la presse, si prompte à pointer du doigt les dérives des gilets jaunes. Je dois vous rappeler que le gaz et l'électricité sont indexés sur le prix de l'essence. Or, le prix du baril a chuté, donc l'essence devrait baisser. Mais non, M. Macron et son équipe de truands augmentent le prix des ressources énergétiques, alors qu'il n'y a aucune raison pour le faire, juste pour ruiner les Français. Et il permet la fraude fiscale de plusieurs milliards d'euros pour satisfaire et contenter ses amis chéris. Donc on ne peut pas dire que cet homme travaille pour la France, il travaille pour les intérêts financiers. C'est donc le traître absolu et absolutiste. La dernière en date, pour les dérives des gilets jaunes, la dernière en date, une voiture de police caillassée par des voyous. Et c'est le drame national. Toute la presse en fait l'écho. Aucun policier blessé, mais c'est un drame. Des citoyens éborgnés, mains arrachées, pieds déchiquetés, crânes fendus sans raison, à coups de matraque, et c'est de leur faute. Et bien sûr, c'est la faute à Voltaire si leurs membres traînent par terre. Non, c'est la faute à Rousseau s'ils sont dans le ruisseau. Bon, c'est un petit emprunt aux Misérables de Victor Hugo. Non, le président n'y est pour rien. Il n'a pas donné l'ordre de tirer, alors qui a donné l'ordre de durcir la réaction policière face à des citoyens pacifistes? Dans les banlieues, des voitures de police, des pompiers caillassés tous les jours, et personne ne s'en offusque. La presse est aux abonnés absents. Un entrefilet dans la presse régionale tout au plus, mais comme des gilets jaunes masqués sont concernés avec cette voiture de police, cela fait la une de la presse nationale, encore une fois, de qui se moque-t-on? On nous parle du pédigré de la conductrice, pauvre smicarde, qui filme avec son téléphone portable en conduisant sur une route encombrée, alors que son collègue aurait été à même de faire cette opération sans mettre en danger les occupants et les véhicules autour de celui-ci. Rien sur cette infraction fondamentale non plus. Pas un mot, la police retire des permis pour moins que ça. Pourquoi devait-il filmer avec un téléphone portable? Ou devait-elle filmer? C'était le travail de son collègue qu'il n'a pas fait. Mais pourtant, on va dire que c'est un drame parce que cette voiture de police est caillassée.
Ce qui est un scandale, c'est l'infraction au code de la route de ces policiers, d'une part. D'autre part, c'est l'habitude que les policiers ont de se faire massacrer et envoyer des cailloux et autres projectiles dans les banlieues. Et là, on ne dit rien. Et aujourd'hui, parce que quelques voyous gilets jaunes, je dis bien quelques voyous gilets jaunes, se sont autorisés à lancer des cailloux sur une voiture de police, c'est un drame national et on nous parle de la violence des gilets jaunes. Est-ce que vous ne trouvez pas que tout cela est un peu ridicule, voire une profonde manipulation pour ternir l'image des gilets jaunes? C'est vraiment se moquer du monde. Je ne cautionne absolument pas le fait d'agresser la police nationale. Ce n'est pas la question ici. Et je ne cautionne pas la violence sous aucune de ses formes. Le président Macron est un innocent aux mains dégoulinantes du sang des victimes gilets jaunes. Voilà ce que la presse veut faire passer comme message. Pauvre petit caporal Macron, victime des méchants gilets jaunes, mais qui a vendu Alstom? Qui a voté la loi travail? Qui a détruit la France en accélérant le processus? Qui va piller les poches des retraités? Qui? Si ce n'est ce voyou. Si ce n'est ce vilain petit homme, pervers, narcissique et manipulateur. À nouveau, je vous le demande, de qui se moque-t-on? Depuis 3 mois, la France en marche n'a rien laissé, n'a rien lâché, au contraire. Ce gouvernement félon a durci les lois et augmenté les taxes sans tenir compte de la volonté du peuple, sans se soucier des ventres qui crient famine, car les gilets jaunes ont faim, ils meurent de faim. Et dans les hautes sphères, on s'en réjouit, car pour manger, les pauvres font des crédits à la consommation. Et qui enrichissent-ils? Les banques. Et qui est banquier à la tête du gouvernement? Emmanuel Macron. À qui profite la misère est la vraie question à se poser. À présent, le premier manipulateur de France, qui avait promis que plus un Français ne dormirait dehors lorsqu'il serait président, sort dans la rue pour visiter les SDF et leur promettre un faux soutien pour se donner bonne conscience alors qu'il méprise la pauvreté. De qui se moque-t-il au juste encore, celui-là? Ensuite, nous verrons ces imbéciles des chaînes de télé qui feront les gorges chaudes en disant « Vous voyez, il se préoccupe des pauvres ». Et des pauvres qui sont dans la rue tous les samedis depuis 3 mois, s'en préoccupent-ils? Et des pauvres handicapés par la police d'État, qui s'en préoccupent? Et des morts gilets jaunes, qui s'en préoccupent? Non, bien sûr, c'est bien fait pour eux. Fallait pas être là, au bon ou au mauvais moment, selon le point de vue où l'on se place. Ainsi donc, le blâme doit retomber sur les gilets jaunes, seuls. Ceux qui craignent pour l'avenir de leurs enfants, un avenir sombre et austère, eux qui ont déjà tout sacrifié, après leurs espérances et leurs ambitions. Et pour parvenir à exprimer leurs craintes, leurs doutes, leurs peurs, les gilets jaunes se lancent dans la rue comme de courageux chevaliers sans armure, un cœur vaillant, pour crier leur désespoir au bout de leur ardeur. On entend les paroles maladroites de ces apprentis orateurs dont l'éloquence est faible, certes, mais juste, sincère, qu'elle en devient déchirante, mais tellement moquée par des journalistes arrogants, partisans, malhonnêtes et soumis à la bienséance en marche de la société. Avec plus de patience et une véritable honnêteté intellectuelle, les analyses journalistiques seraient mieux graduées, et on n'entendrait pas des imbéciles de vieux philosophes traiter les gilets jaunes de sectes pour satisfaire le pouvoir plutôt que la vérité. Non mais vous vous rendez compte ce que nous sommes tenus d'entendre par des philosophes qui ont pignon sur rue, c'est-à-dire à qui on a donné la parole depuis 40 ans à travers des émissions sur France Culture ou ailleurs. Ils ont tous les plateaux. Et qu'est-ce qu'ils viennent dire? Que les gilets jaunes sont une secte? Mais moi je connais des gens qui ont des sectes faussement médicales. Et eux, on leur dit jamais rien. Mais là, quand les gens ont faim, eh bien parce qu'ils ont faim, c'est une secte. Bravo les philosophes. Alors là, bravo. Je suis vraiment impressionné par l'intelligence de ces gens-là. Comment peut-on traiter de sectaires les gilets jaunes apolitiques par principe? Ah, mais pour ces intellectuels d'État, ne pas être politisé s'assimile à une secte. Quel est le génie français capable de dire une telle sottise? Eh bien, c'est un académicien à moitié sénile et à la mode, qui a toutes les faveurs médiatiques, les plateaux TV et radio, et qui refuse égoïstement de voir une jeunesse pleine d'espoir avancer vers un avenir meilleur. Il fait partie de ces vieux beaux
qui envoient leurs propres fils à la guerre pour être certains de conserver leur pouvoir sur la majorité. Surtout ne pas laisser le fils prendre le relais d'un mauvais père. C'est alors que l'éloquence reprendrait et sa noblesse et son imposante majesté. Mais aujourd'hui, ces mêmes hommes qui, dans leur enfance, traitent l'étude comme un jeu, dans leur adolescence sont la fable du barreau, et pour comble de folie, parvenus à la vieillesse, ne veulent point convenir du vice de leur première. C'est tiré du Satyricon de Pétrone. Voilà, nous vivons une époque formidable en ce qui concerne ce petit texte que j'ai rédigé dernièrement et que je vous offre généreusement afin de vous faire part de mon mécontentement par rapport à la politique médiatique qui est actuellement mise en place par la France en marche, cette nouvelle dictature épouvantable et insupportable dont nous sommes les infortunées victimes. À présent, je souhaiterais vous parler à nouveau de mon cheval de bataille, c'est-à-dire de mes recherches sur les vaccins. Nous sommes confrontés à une crise sans précédent dans le monde industrialisé et en voie d'industrialisation, qui s'accroche à des symptômes allopathiques dignes du Moyen-Âge. Est-ce que Dame Louloute, qui est en train de se sauver en douce, avait un commentaire à faire? Non. Par contre, je vois que t'as plus d'eau. Si, j'ai tout ce qu'il faut, c'est là. T'es sûr? Et voilà. Ah ok, j'ai pas. Et voilà. Je reviens après. Oui, je reviens. Elle se sauve. Elle a plein de choses à faire encore. Ah oui, parce qu'il y a du boulot ici. Je vais reprendre, soyez sans crainte. Nous sommes confrontés à une crise sans précédent dans le monde industrialisé et en voie d'industrialisation, qui s'accroche à des symptômes allopathiques dignes du Moyen-Âge. Il y a eu une augmentation phénoménale des taux d'autisme chez les enfants vaccinés. Des retards de développement, de troubles d'apprentissage, d'allergies, d'asthme, de maladies auto-immunes et de maladies chroniques et débilitantes. Et par rapport à cela, lorsque nous en parlons, vous avez ces fameux bac-10, ces espèces de mauvais journalistes et de mauvais psychologues qui viennent nous donner des leçons sur la science alors qu'ils n'y connaissent rien et qu'ils ne tiennent jamais compte justement des statistiques ni de la véritable science dont nous parlons, nous, malheureusement, et qui ne plaît pas. Il est certain que ça ne plaît à personne de savoir qui va transformer votre enfant normal en enfant autiste. Et surtout pas ces coupables responsables qui se rendent complices des pires crimes contre l'humanité et des massacres des innocents. Nous perdons une grande partie des enfants des nouvelles générations. D'après les statistiques publiées par le CDC, les centres de contrôle des maladies, Center for Disease Control, en 2008, un enfant sur 6 souffrait d'autisme ou d'une forme de trouble autistique ou d'ADHD ou d'hyperactivité. 10 ans plus tard, ce chiffre passe de 1 enfant sur 4. Comment et quel scientifique pourrait expliquer ces cas d'après l'hérédité? Les statistiques du CDC montrent que ces handicaps, ces retards de développement, y compris comportementaux, ne cessent d'augmenter à un rythme alarmant chez les garçons. Et oui, ça touche plus les garçons que les filles, et d'autant plus les enfants noirs. En outre, ces cas se rapprochent d'un taux épidémique. Or, il semble impossible scientifiquement qu'il y ait la moindre épidémie d'autisme qui est la condition qui retient le plus l'attention de la presse. Ben oui, l'autisme n'est pas une maladie épidémique, ce n'est pas un virus. Absolument pas, c'est une cause. En 2014, selon les estimations des CDC, un enfant sur 45 était atteint d'autisme, d'après les données du NHIS, le National Health Interview Survey. 12 ans auparavant, en 2002, l'ADDM Network indiquait un enfant autiste sur 150. Donc vous voyez, les statistiques sont énormes. On ne peut pas comprendre comment, subitement, les enfants deviennent autistes à l'appel. Pas à l'appel du 18 juin, mais à l'appel. Et pourquoi? Eh bien, c'est en corrélation avec l'augmentation du taux de vaccination. Comparons ces statistiques au taux d'autisme estimé à 1 sur 10 000 dans les années 50 et 1960, à 1 sur 5 000 dans les années 1970 et à atteindre 1 sur 300 dans les années 90.
que ces Bac-10 nous expliquent. Ils n'ont aucune explication. Ils ne savent rien. Ils disent n'importe quoi pour vendre des vaccins. L'autisme est en augmentation épidémique et la médecine allopathique se rend incapable de l'atténuer. L'autisme a atteint des proportions épidémiques, touchant aujourd'hui un enfant sur 36, selon les Center for Disease Control, les CDC. En 2018 seront publiées de nouvelles statistiques indiquant que le taux d'autisme pourrait atteindre un enfant sur 25, avec environ 4 fois plus de garçons que de filles. Cela signifie qu'environ un garçon sur 5 aura un spectre autistique. Si ça vous convient, moi ça ne me convient absolument pas. De nombreux experts tels Stéphanie Seneff, dont j'ai souvent parlé dans mes livres, et comme tous mes livres sont hyper documentés par rapport à tous ces malveillants et crétins c'est des crétins, qui prétendent que je n'écris pas mes livres et que je les plagie, c'est faux. Je suis un chercheur, donc je prends des références et je les cite et je les traduis et je les offre au public français, alors que ces imbéciles n'offrent rien d'autre que leur connerie monumentale. Ah, pourquoi j'en parle? Mais parce que je suis attaqué en permanence, alors des fois, il faut que ça sorte. Alors Stéphanie Seneff du MIT, qui est ce qu'on appelle un senior chercheur, c'est-à-dire que c'est vraiment une biologiste qui a travaillé depuis de très nombreuses années et qui est même senior, c'est-à-dire qu'elle a plus de 60 ans et qu'elle continue ses recherches. C'est une femme extraordinaire. Donc le docteur Stéphanie Seneff du MIT déclare que d'ici 2025, un garçon sur 2 sera autiste aux États-Unis, et cela sans tenir compte des taux de handicap cérébraux et autres déficiences intellectuelles qui atteindront les enfants. Or, le docteur Stéphanie Seneff est parvenu justement à prouver que le glyphosate, que notre cher mauvais président Macron adore, il doit en boire au litre, c'est imbécile, car ce glyphosate qui se trouve dans les sols et dans les eaux de consommation des robinets et autres, et dans nos nappes phréatiques, et dans nos légumes, et dans nos fruits, eh bien ce glyphosate est responsable d'une partie de l'autisme. Et après, l'autre imbécile va dire « Oui, nous allons lancer des recherches sur l'autisme. » Mais pauvre type, ça fait plus de 50 ans qu'on travaille sur l'autisme et qu'on connaît les causes. Comment ce mauvais président et cette mauvaise ministre de la Santé sont-ils capables encore de nous faire prendre nos vessies pour des lanternes? Le docteur, lisez mes livres, tout est dedans, tout est documenté, tout est prouvé, j'apporte absolument tout. Et en plus, c'est en français. Alors, ça devrait vous satisfaire pour vous qui ne parlez pas l'anglais. Le docteur Stéphanie Seneff travaille sur un projet de recherche qui utilise des techniques informatiques pour intégrer diverses sources d'informations afin d'éclairer une théorie sur les mécanismes biologiques de l'autisme et d'autres maladies et de mettre à jour les relations de causalité entre les produits chimiques de l'environnement et ces mêmes maladies. Deux points, ouvrez les guillemets. Nous nous intéressons particulièrement à l'autisme car il s'agit d'une maladie débilitante affectant les enfants dont la prévalence a augmenté de façon exponentielle au cours des 2 dernières décennies. L'autisme est associé à un ensemble complexe de comorbidités, ce qui fournit un contexte riche dans lequel il est nécessaire d'explorer des mécanismes de maladie plausibles. Nous avons été frappés par la remarquable corrélation entre les taux d'autisme et l'utilisation de l'herbicide glyphosate sur les principales cultures vivrières, et nous sommes maintenant convaincus que cette corrélation représente une relation de cause à effet. Point. Fermez les guillemets. Est-ce acceptable? La question que je vous pose. Est-ce acceptable d'entendre des agriculteurs pleurer en disant « On va m'enlever mon glyphosate » Dois-je rappeler à ces agriculteurs qu'au Costa Rica, on n'utilise absolument pas d'OGM et encore moins de pesticides et qu'il n'y a absolument aucun problème de culture et de rendement. Mais comme on leur a fait croire, comme on leur fait prendre leur vessie pour des lanternes, ils se mettent à pleurer. Qu'ils prennent exemple sur les agriculteurs indiens qui ont été ruinés par Monsanto à travers les cotons OGM et qui se sont retrouvés avec des insectes qui se sont adaptés au glyphosate et les paysans étaient obligés de racheter pour en vaporiser davantage à tel point qu'ils étaient ruinés et qu'ils se suicident régulièrement en buvant du glyphosate. La responsabilité en incombe à Monsanto
Et on incombe également à l'Europe qui ne fait rien pour arrêter ces pesticides qui ont des conséquences économiques fondamentales sur le traitement des enfants malades et des parents rendus malades à travers le glyphosate, qui contient même de l'arsenic. Est-il acceptable pour masquer la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques et celle des producteurs de produits phytosanitaires comme Monsanto, Bayer, Syngenta, DuPont, etc., que l'on culpabilise les parents en les rendant responsables du handicap de leurs enfants, en leur faisant croire à leur culpabilité héréditaire alors que les vrais coupables sont protégés par les institutions, le pouvoir et la presse. Cette attitude, vous pouvez la retrouver sur le site des valseuses, je ne vais pas les nommer, autrement que par ce qu'elles représentent, des valseuses, et qui vont culpabiliser les parents d'avoir des enfants autistes, et en disant que c'est de leur faute et que les vaccins ou les pesticides n'y sont absolument pour rien, mais que voulez-vous faire avec des bacs -10? On ne peut pas discuter avec la bêtise. Alors, connaissez-vous le coût estimé? Alors maintenant, ça va être l'horreur, je suis certain que ça ne va pas vous plaire, mais connaissez-vous le coût estimé pour élever un enfant autiste? Le coût financier, parce que ça a un coût d'avoir un enfant malade. Et surtout un enfant autiste, ou même un enfant qui est devenu paraplégique suite à une injection de HPV. Donc, connaissez-vous le coût estimé pour élever un enfant autiste? C'est-à-dire que vous n'avez rien demandé à personne, vous aviez votre enfant qui était en pleine santé, que vous aimiez, avec lequel vous communiquiez, il n'y avait aucun problème, vous le faites vacciner avec un ROR, ou vous le faites vacciner avec un vaccin contre l'hépatite B, ou un autre de ces vaccins criminels, et vous vous retrouvez tout d'un coup avec un enfant qui, du jour au lendemain, disparaît. Il disparaît, il devient autiste. Évidemment, c'est de votre faute, c'est certainement pas de la faute ni du pédiatre, ni des laboratoires. Évidemment. Les coupables, les victimes sont les coupables. Alors, entre le coût pour élever un enfant autiste est entre 2 et 3 millions de dollars. Avez-vous entre 2 à 3 millions de dollars sur votre compte pour élever votre enfant rendu autiste par les vaccins et le glyphosate? Peut-être que vous l'avez, peut-être que vous souhaitez avoir un enfant autiste et puis dépenser votre argent et votre santé et votre tristesse et votre malheur pour compenser la culpabilité de tous ces gens-là. Qu'est-ce que tu fais, Louloute? Je reviens. Tu reviens. Est-ce que tu pourrais revenir Et plus partir. Et surtout ne plus bouger? Non, je bouge plus, je te promets. Allez. Heureusement que je vais mieux. Bon. Comment explique-t-on que la proportion d'enfants autistes continue à augmenter? À ce rythme, qui pourra économiquement faire face à ces dépenses? Personne, pas plus un particulier que l'État lui-même. Alors que deviendront ces enfants? Qui s'en occupera? Environ 2 millions d'enfants mâles, l'autisme étant 3 à 4 fois plus répandu chez les garçons, sont nés et diagnostiqués aux États-Unis en 2017. Si nous atteignons la prédiction de Stéphanie Seneff, selon laquelle un garçon sur 2 sera autiste d'ici 2025, imaginez le drame des États-Unis. Mais imaginez le drame des enfants du monde, puisque la politique vaccinale est la même partout. Ces enfants autistes de l'année de leur naissance à l'âge de 40 ans représenteront une dépense annuelle de 60 milliards de dollars. Je répète, une dépense annuelle de 60 milliards de dollars pour l'éducation et le traitement de ces enfants de 0 à 40 ans. Et ça, c'est par an. Qui a 60 milliards de dollars? Ce n'est même pas le produit intérieur brut de certains pays. Qui assumera cette dépense? C'est une question que je pose. Normalement, les principaux responsables devraient assumer ces dépenses, c'est-à-dire Bayer, c'est-à-dire Monsanto, c'est-à-dire tous les producteurs de vaccins, devraient, puisqu'on a établi les liens. Mais non, ils sont protégés par les États, parce que ce sont eux qui ont mis en place les gouvernants
et les députés. Nous sommes dans une république bananière. C'est pour ça que c'est toujours risible d'entendre nos hommes politiques parler de république bananière alors qu'ils sont eux-mêmes corrompus. Souvenez-vous, pour l'affaire Cahuzac, c'est lui qu'on a pris la main dans le pot de confiture, mais tous ses collègues en faisaient quasiment autant. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas critiqué, à part un ou deux. Mais ils sont tous restés très discrets pour surtout pas qu'on dise la même chose d'eux, tout comme Pruneau Lamerde, qui avait fait exactement la même chose que Fillon a fait avec sa femme. Et lui, il ne risque rien, il est ministre. Donc c'est pour vous montrer la corruption épouvantable de cet État français qui est un État félon et un État corrompu soumis aux ordres des assassins qui détruisent nos enfants. Alors, qui assumera cette dépense? Normalement, les principaux responsables devraient assumer ces dépenses car ils ont rendu les enfants autistes à travers leurs propres produits et nous ne parlons ici que des enfants mâles. Car si l'on rajoute les filles, qui sont moins atteintes, heureusement, mais tout de même, ces dépenses grimperont environ jusqu'à 80 milliards de dollars par an. Sur 40 ans, et sans tenir compte de l'inflation galopante, cela représente 3 milliards de dollars, 200 milliards de dollars. C'est très proche de près des 3 000 milliards de dollars de dépenses santé totales, de presque 400 millions de dollars pour toutes les dépenses de santé des États-Unis en 2017. Tout cela sera un désastre économique pour la collectivité américaine et européenne. Alors on vient nous parler d'économie, on vient nous parler de faire des efforts, on vient nous parler de faire tout ça, et en attendant, les laboratoires et les grands industriels empoisonnent notre santé, nous empoisonnent carrément, nous font mourir. À cause d'eux, nous dépensons des millions de dollars et de milliards de dollars en dépenses de santé, et eux, ils s'enrichissent encore. Et c'est à nous de payer pour eux. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qu'il faut changer ? Cette courbe est exponentielle et rien ne semble l'arrêter concernant l'autisme. Tout va dans un sens, celui des producteurs responsables qui ne sont pas inquiétés. Seuls les parents et l'État sont tenus pour responsables de ces maladies et de leurs coûts. Les véritables responsables n'ont rien à craindre. Ils disposent des moyens économiques et financiers pour faire taire toute vérité. En outre, sachez que, à mesure que les années s'écoulent, le nombre de garçons et de filles nés chaque année sera probablement supérieur au taux de natalité actuel. Et ces enfants seront autistes malgré eux, parce qu'on aura créé l'autisme chez eux. Et c'est cela le scandale auquel nous faisons face aujourd'hui. Et c'est cela l'imposture des Macron et Sarkozy et Hollande qui n'ont jamais traité le problème, parce qu'ils s'en fichent, parce qu'ils sont payés par les laboratoires. Voilà la corruption. Alors maintenant, je vous signale que ces gens-là sont 1%, que vous êtes 99%, et que là, depuis 15 semaines, eh bien, une grande partie de la population manifeste, mais je pense j'en avais déjà parlé au début, je pense que ce n'est pas le bon moyen. Ce n'est pas ce moyen-là qui fera baisser la résistance de ces criminels. Je ne crois pas à cela. La preuve, on a de plus en plus d'handicapés, c'est-à-dire mains arrachées, éborgnées, pieds explosés. Et ça ne change rien. Macron n'a pas du tout changé son fusil d'épaule, il s'en fiche. Il dit « Mais venez me parler !» avec une batterie de légionnaires devant lui. Il nous faudrait un Obélix là-dedans pour donner un grand coup de poing et l'envoyer aux calanques grecques et enfin reprendre notre destin en main et chasser du pouvoir tous ces lobbyistes qui empoisonnent nos enfants et qui empoisonnent notre santé par la même occasion. Alors bien sûr, ce sont des mots difficiles, mais comment ne pas parler autrement face à ce drame social, sociétal et bientôt économique qui va nous saisir à la gorge. Vous verrez que bientôt, vous, les petits propriétaires, vous n'aurez plus de maison, vous n'aurez plus de jardin. On vous prendra tout. C'est inévitable. Pourquoi ? Eh bien, pour payer ce que les autres ne payent pas. La preuve, la fraude fiscale est la preuve ultime de ce que je vous annonce, parce que des milliards sortent du territoire français pour aller dans les comment ça s'appelle,
dans les paradis fiscaux dans les Caraïbes, et le président est bien renseigné pour cela, pour l'avoir fait, puisqu'un journal allemand avait publié qu'il avait placé certains de ses fonds dans une société caribéenne. Donc nous assistons là à la destruction du tissu social français et nous nous laissons faire. Et en attendant, les gilets jaunes se tirent dans les pattes, les mauvais philosophes crient au scandale et à l'antisémitisme, alors que ce n'est pas une généralité chez les gilets jaunes. Donc on mélange tous les débats, ce qui fait qu'après, eh bien, plus personne ne sait rien, plus personne ne sait pourquoi il va sortir dans la rue, plus personne ne sait pourquoi il va prendre un coup de matraque sur la gueule, et personne n'avance. C'est fini. On est complètement bloqué. Macron a réussi à tout bloquer. Alors, est-ce que vous croyez que c'est la meilleure méthode? Moi, je ne crois pas. Mais je ne crois pas que la violence soit une bonne méthode non plus. C'est même la pire. Donc, je pense que la résistance civile est la meilleure méthode. Paralyser le pays, cesser d'aller travailler, cesser d'aller prendre votre argent dans les banques. Ne cautionnez plus, refusez les carnets de vaccination qui ne doivent être donnés qu'à des médecins et non pas à des écoles. C'est ce qu'ils veulent faire comme aux États-Unis, c'est-à-dire que voilà ce qu'ils font. Ils demandent aux écoles de s'occuper de contrôler la vaccination. Ce qui est absolument ridicule parce qu'aux États-Unis, les parents ont décidé de retirer les enfants des écoles pour ne pas les vacciner. Moralité, les écoles perdent leur budget. Et si les écoles perdent leur budget, eh bien, il n'y a plus d'élèves, donc il n'y a plus d'enseignement. Et les écoles qui sont des économies, parce que c'est en Amérique, tout est d'argent, et c'est ce que voudrait faire Macron, eh bien, les écoles sont en train de s'écrouler à cause de la politique vaccinale et de la volonté des parents de protéger leurs enfants, parce que mine de rien, ils sont informés aux États-Unis, de plus en plus. Et c'est ce que nous essayons, malgré tous les bâtons qu'on nous met dans les roues, de faire aujourd'hui en vous informant le mieux possible. Voilà, et bien écoutez, je crois que j'en ai fini. C'est une petite capsule, c'est pas la peine non plus qu'on fasse toujours des grandes capsules. Vous avez eu énormément d'informations. Maintenant, c'est à vous de gérer. Je souhaitais dire que je ne répondrai plus à aucune demande de conseils médicaux. Je ne suis pas médecin. J'ai aidé beaucoup de gens en les orientant. Et je me suis retrouvé que ces gens m'ont poignardé entre les omoplates. Alors désormais, je ne répondrai plus. Voilà ce que vous avez gagné. Vous irez vous faire conseiller ailleurs. Autrement, vous trouverez toutes les informations dans mes livres. Je vous remercie pour tous les bons mots et tous les bons conseils médicaux que vous m'avez apportés, mais vous me prouvez que vous n'avez pas lu mes livres parce que tous ces conseils que vous me donnez, je les ai déjà donnés depuis 7 ans. Donc ne vous inquiétez pas, vous voyez, je vais mieux, j'améliore ma santé, rien qu'avec des produits naturels, et je m'en sors très bien. Je vous remercie pour votre amitié, je vous remercie pour votre compréhension. Ne me téléphonez pas, je ne réponds pas. Ne m'envoyez pas de messages pour votre santé, c'est inutile. Je ne répondrai pas, je ne suis pas médecin et je n'ai pas envie de me retrouver en prison par les malveillances des Bac-10 qui sont sur mon dos depuis un bon moment. J'espère que vous comprendrez cela. Si vous voulez ces informations, vous les trouverez dans mes livres ou alors je m'installe et je fais des consultations qui seront payantes comme d'autres le font au quotidien. Est-ce que c'est cela que vous souhaiteriez? Je ne sais pas, peut-être. Je vous remercie, je vous dis à très très bientôt. Pardonnez-moi ce ton un peu nerveux, mais dès que ça touche les enfants, je suis très agressif. Très agressif parce que ce qui se passe est absolument scandaleux. Dame Louloute, un petit commentaire? Mais ça se comprend. Une chose à dire à nos amis? Bien, une bonne soirée, non? Une bonne soirée à tout le monde. Et puis, oui, un immense merci quand même pour tous tes messages bienveillants que tu as reçus. Arrête. Et puis voilà, portez-vous bien. Voilà. Nous vous remercions pour votre écoute attentive. Et dès que j'aurai autre chose à vous offrir, eh bien, je reviendrai vers vous. Merci à vous et à très bientôt. Salut. Au revoir. Au revoir.